Bonsoir à tous. Normalement, vous devriez entendre ma voix correctement. Alors, je lis les commentaires là et je vois que Alda nous informe que le docteur Fourtillan n'est plus en prison. Et ça me plairait bien d'avoir plus d'infos parce qu'il n'est plus en prison, mais il était prévu aussi qu'il le passe dans un hôpital psychiatrique. Et les traitements en hôpital psychiatrique sont tellement graves que Marcel Granier, qui avait dénoncé pas mal de choses dans une vidéo, a été arrêté le lendemain. Il a été placé en hôpital psychiatrique et il lui a fallu plusieurs années pour commencer à s'en remettre. Donc aujourd'hui, je voudrais parler surtout des nationalisations. Parce que je pense que tout le monde est au courant qu'il y a un gros scandale en cours en ce moment dans l'affaire Veolia qui rachète Suez. Et il faut comprendre ce que sont les nationalisations. Euh, Les nationalisations, c'est un souhait exprimé par De Gaulle qui a établi donc cette cinquième République sur la base du préambule de 1946. Et ce préambule de 1946 possède un article qui est l'article 9 qui précise très clairement que on ne doit on doit nationaliser absolument tout ce qui est utile à l'ensemble du peuple. Donc tout ce qui est énergie, électricité, gaz, essence, etc. Tout ce qui est communication, etc. Or, manifestement, nos dirigeants n'en ont rien à faire de la loi française et ils privatisent à tout va. Alors pourquoi ils privatisent? Il y a un double avantage. D'une part, l'État garde une part en général dans les entreprises nationalisées et comme ce sont les dirigeants de ces entreprises qui financent les politiciens, forcément, ils ont intérêt ils ont un intérêt commun. Et le politicien, en privatisant donc l'eau ou l'électricité ou quoi que ce soit, s'assure d'avoir ensuite des appuis économiques et qui vont permettre qu'à eux deux, ils contrôlent totalement la population. Car lorsque on contrôle tous les biens qui sont vitaux, c'est-à-dire donc déjà pouvoir se chauffer chez soi, pouvoir utiliser le gaz, l'électricité, tout ça sont des besoins vitaux. Et donc, de cette façon, ils prennent la main sur toute la population qu'ils peuvent prendre en otage simplement par les tarifs. Et aujourd'hui, on voit que tous les prix sont en train d'augmenter, et pas seulement en France. En Allemagne, l'électricité a pris 40%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est gigantesque. Et les retours, par contre, sont très intéressants pour eux parce que, d'une part, ça leur permet de manipuler la population par l'économie très facilement. Donc, on n'augmente pas les retraites ou les salaires minimums ou le SMIC ou quoi, mais par contre, en augmentant les tarifs, ça revient à baisser les salaires tout simplement. Et ces tarifs-là, tout le monde est obligé de consommer de l'électricité ou du gaz ou de l'eau. C'est absolument indispensable. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut baisser grosso modo le niveau de vie de toute une population juste en augmentant ces tarifs de marchandises obligatoires. Sans compter qu'il y a forcément aussi une répercussion, car quand vous augmentez les prix de l'essence, par exemple, comme c'est le cas récemment, tous les camions, tout ce qui roule, tout ce qui a besoin d'essence va avoir un coût supplémentaire et les produits qui arrivent dans votre supermarché ou dans les boutiques, tous ces produits forcément supportent ce coût. Et ce qui fait qu'on peut uniquement à partir de l'argent contrôler totalement une population et l'accord se fait automatiquement entre les politiciens et les marchands. Quand je dis marchand, c'est l'expression que j'emploie globalement pour parler de toutes ces multinationales et de tous les gens qui contrôlent l'argent, la banque. Alors, quand on fait le rapport entre nationalisation et privatisation, vous avez toute l'année une consommation d'électricité. En fin d'année, si l'électricité est nationalisée, on aura tous payé des factures de certains montants, qui sera le montant logique, normal. Et en fin d'année, quand il y a des excédents, ça va servir à entretenir le réseau
et ça va servir, s'il y a beaucoup d'excédents, à baisser les factures l'année suivante. Tandis que si c'est privatisé, alors tout ce qu'il y a en trop, c'est le bénéfice de ceux qui ont investi dedans. Et ça donne donc tout l'argent avec lequel ils peuvent s'acheter les politiciens et avec lesquels le patron de ces multinationales continue d'augmenter son capital. Hein, l'inverse, si on prend maintenant un produit qui est complètement privatisé, comme c'est le cas en ce moment, ça permet aussi de créer peu à peu des faux monopoles. Les faux monopoles, c'est par exemple quand Veolia rachète Suez, Veolia va pouvoir imposer ce qu'il veut sur le marché français. Mais Veolia travaille aussi sur les autres pays. Et donc petit à petit, Veolia, qui est déjà une branche Nestlé, qui possède 80% des eaux de toute la planète, ça veut dire qu'il contrôle la vie humaine, mais aussi à travers l'agriculture, à travers tout ce qui est utilisation de l'eau. Et l'eau, c'est la base de la vie sur notre planète. Donc sans le contrôle de cette eau par les peuples, on est tous soumis à des multinationales et à ceux qu'ils mettent en place pour faire ces lois et pour leur donner ces privilèges tels que violer la loi. Car violer la loi, c'est véritablement un privilège. Normalement, quelqu'un qui viole la loi, il est arrêté par la police et il est traduit devant la justice. Mais à partir du moment où ceux qui violent la loi sont ceux qui choisissent qui mettre à la tête de la justice et qui mettre à la tête de la police, ils n'ont plus aucun risque et là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors, je vais faire très attention, et vous avez vu certainement que dans les émissions précédentes, j'évite de parler du Covid et de cette opération en cours, mais je ne peux pas faire autrement quand même. Alors, pourquoi j'évite? Tout simplement parce que j'ai été mis en prison pendant 8 mois pour avoir osé rappeler aux fonctionnaires la loi française, ce qu'était la loi française, dans un document que j'ai publié sur un site web simplement. Et rien que pour ça, donc on m'a mis pendant 8 mois en prison. De ce fait, je suis très prudent quant à parler du Covid, mais il n'empêche qu'il y a des études cliniques et des rapports officiels. Donc, il faut prendre le temps d'aller sur ces sites-là et d'aller consulter ces chiffres qui sont les chiffres légaux, qui sont les chiffres officiels. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de gens parmi les hauts fonctionnaires qui ont pris conscience de ce qui se passait, qui n'hésitent pas et qui refusent de trafiquer les chiffres et qui n'hésitent pas à présenter ces chiffres réels. Et quand on voit la réalité de cette pandémie, ben, elle n'a jamais existé tout simplement. Et donc, c'est pas moi qui le dis, donc je risque pas d'être inculpé pour ça. C'est une évidence clinique reconnue par l'ensemble des professionnels de la santé. Et on a aujourd'hui de plus en plus de cas de réanimation un peu partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on limite les lits et le personnel. Ce qui fait que depuis le début de cette pandémie, on a vu que on recrute à tout va des agents de sécurité et de la police. En revanche, on limite les capacités d'accueil dans les hôpitaux et on limite le personnel médical. Dans ces conditions, effectivement, on peut créer des pandémies à tout va. Si en plus on donne des primes aux médecins pour marquer Covid à chaque fois, et ça, de plus en plus, ils sont nombreux à le dénoncer. Même si certains d'entre eux sont déjà passés devant le Conseil de l'ordre ou menacés d'être radiés, pardon, il n'empêche qu'il y en a de plus en plus maintenant qui réagissent. Et récemment, un des hauts membres du conseil scientifique a fait une vidéo complète sur le plan, cette fois-ci, psychologique. Et là, on retrouve des schémas qui avaient été décrits il y a une centaine d'années par Wilhelm Reich, qui est une référence dans ce domaine, ou par Eric Fromm également, qui sont vraiment des références dans l'analyse des comportements de masse humaine. Et on voit qu'il y a une manipulation complète qui a été mise complètement à jour dans le détail. Le rapport entre les vaccinés et les non vaccinés, les annonces permanentes des outils de propagande de l'État, c'est-à-dire de la télévision et des journaux. Et on voit qu'à travers tout cela, il y a un éveil énorme qui est en train de se faire et sur toute la planète. Tout le monde a entendu parler de Full Mitch en Allemagne, mais il se passe aussi qu'il y a le même réseau en Espagne, en Italie, un peu partout, et les manifestations dans le monde entier sont en train de se développer. Et il y a très peu de pays maintenant où il n'y a pas
une grande partie de la population qui refuse de continuer ce jeu. Manifestement, ils n'avaient pas prévu qu'il faudrait rajouter des doses régulièrement. Et pour arriver à le faire, euh, il faut justifier quelque part vis-à-vis du public pour quelles raisons on va rajouter une troisième dose, on va menacer de retirer le pass sanitaire à ceux qui l'ont eu parce qu'ils ont accepté les deux premières. Seulement, il y a tellement de cas que maintenant, la plupart des gens qui ont été vaccinés n'en veulent pas plus, cherchent plutôt aujourd'hui des médecins naturopathes pour essayer de nettoyer leur organisme. Ça, on le constate, et c'est pareil, il faut connaître un petit peu ces réseaux, mais la plupart des naturopathes dans le monde entier utilisent la zéolite pour détoxiquer l'organisme. C'est le premier outil. Et donc, il suffit simplement de connaître un peu les réseaux, d'aller sur les sites et on voit la montée dans le monde entier de ventes de zéolite, où effectivement on s'aperçoit que les gens cherchent maintenant à se nettoyer des produits qu'on leur a injectés. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur le Covid. Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est que dans un simple bon sens, si on est tous à décider de l'utilisation de l'eau, de l'électricité ou de quoi que ce soit, est-ce qu'on va mettre ça entre les mains d'une compagnie privée qui va chercher à entretenir le moins possible et à augmenter au maximum les prix? Il est certain que ce n'est pas ce qu'on va décider. Si on est tous ensemble, on va se décider un système logique, un partage équitable qui va faire qu'on va payer les factures au minimum et avoir une qualité d'eau qui soit la meilleure possible. Le schéma inverse, c'est celui qu'on constate aux Philippines, par exemple, où l'eau a perdu complètement sa qualité. Aujourd'hui, elle est à peine buvable. Et en revanche, au niveau tarif, elle a été multipliée par 10 ou 12 en quelques années parce qu'elle est passée entre les mains des privés. Et en France, on va avoir la même chose parce que l'eau a aussi une importance énorme au niveau de l'agriculture. Et donc, limiter et bloquer l'eau, c'est aussi bloquer les ressources du pays, car la France est encore capable d'être en autonomie. Et le fait de pouvoir être autonome, fournir de quoi alimenter toute sa population dans des conditions normales, c'est ce qu'ils veulent surtout pas. Parce que la France pourrait se libérer de l'Europe, de l'OTAN, de l'OMS, etc., et redevenir indépendante. Et donc, pour limiter ça, il faut qu'ils accélèrent rapidement cette deuxième phase, qui est celle d'écraser les populations par l'économie. Ça, c'est la deuxième phase du plan général dont j'avais connaissance il y a une vingtaine d'années et que j'ai écrit dans la démosophie. Alors, la troisième phase, ça va être bien sûr de déclencher des guerres civiles. Seulement ça, c'est pareil, la plupart des policiers et gendarmes aujourd'hui sont conscients qu'on se dirige vers ça. Ils reçoivent des ordres qui sont d'harceler sans arrêt un peu plus les restaurateurs, les contrôles de passe, etc. Et eux-mêmes craignent pour leurs enfants parce qu'ils voient l'Internet, ils voient un petit peu, ils voient beaucoup d'entre eux en tous les cas, voient ce qui se passe, mais en plus ils ont aussi leurs réunions. Nous, dans les privés, on n'a plus droit au bar où tout le monde pouvait discuter, à cette convivialité. Eux n'en sont pas privés, ils ont leurs réunions internes. Et lorsque un a découvert sur un site comme Profession Gendarme euh, pas mal d'informations, il les transmet aux collègues et autres. Et donc, il y a de plus en plus de mouvements à l'intérieur des forces armées qui se révoltent contre la vaccination et puis qui ne sont pas du tout enclins à satisfaire les ordres qu'ils reçoivent. Alors, tout ça, ça crée une situation qui est ce que décrit ce fameux médecin du conseil scientifique là, qui a fait cette analyse psychologique complète pour montrer toute la manipulation, à savoir qu'ils essayent de monter les gens les uns contre les autres, donc les vaccinés contre les non-vaccinés, l'immigration pour ajouter une religion contre une autre religion, comme ils ont toujours essayé de diviser en opposant les jeunes aux vieux, les femmes aux hommes, et ainsi de suite. Donc, leur plan est de plus en plus clair, et pour de plus en plus de gens, ce qui fait que très probablement, ça provoque un éveil de plus en plus grand. Et donc, j'ai lancé une candidature qui est là pour représenter tous ces gens qui se sont manifestés par leur abstention, qui refusent de voter. Ils ne croient plus du tout aux politiciens. Si on ne croit plus aux politiciens, on peut le faire soit
en ayant analysé la chose, soit simplement par instinct. Moi, j'ai jamais voté de ma vie, tout simplement parce que j'ai jamais cru en ces gens-là. Depuis toujours, je sais que ce sont des gens qui sont là pour leur ego, pour se remplir les poches, pour essayer d'acquérir du pouvoir et des privilèges. Mais c'est tout. Je n'ai jamais vu un seul qui pouvait être quelqu'un d'intègre ou d'honnête. Donc la probité étant totalement exclue du monde politique, j'ai jamais accepté d'entrer dans le jeu. Mais je m'aperçois que je ne suis pas tout seul. Et quand je vois qu'aux dernières élections, il y a 70%, c'est absolument énorme, 70% des Français qui ne croient plus aux politiciens et qui n'y croient pas, ça veut dire qu'ils ne croient pas à la politique. Or, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est le schéma, le fonctionnement du pays qui est basé sur un système qu'on appelle la République, qui a servi à faire croire au peuple que c'était de la démocratie, et aujourd'hui, la plupart des gens se rendent compte que ça n'a rien à voir. Et donc, ce système euh, mène toute la France à sa perte, mais dans chaque pays, pas seulement la France. Et donc, changer de système, ça ne peut venir que des marginaux. Et les marginaux sont ceux qui ne votent pas, sont ceux qui ne rentrent pas dans le jeu des politiciens. Et ces gens-là n'ont aucune représentation. Et donc, ce que j'ai voulu faire en posant ma candidature, c'est d'offrir à ces gens-là enfin une représentation. Enfin, quelqu'un qui va leur dire non pas j'ai un programme, voté pour moi, mais quelqu'un qui va leur dire j'ai une idée pour une transition qui consiste à vous donner pendant un laps de temps suffisant toute la structure pour que vous décidiez d'une nouvelle forme de gouvernance. Et donc ce concept-là, qui est complètement nouveau, qui n'a jamais existé, est un concept de transition politique qui permet de le faire dans le cadre du droit, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a clairement une opposition entre les décisions des dirigeants et la loi française, qu'ils violent donc abondamment, en particulier la Déclaration des droits de l'homme, qui est la plus haute dans la hiérarchie. Et cette Déclaration des droits de l'homme est bafouée depuis le premier article jusqu'au dernier. Et donc, le fait que maintenant de plus en plus de gens prennent conscience et renoncent complètement à donner leur voix à l'un ou l'autre de tous ces politiciens, je me suis dit que probablement tous ces gens, comme moi, voudraient bien créer un nouveau système, voudraient bien penser d'une autre façon et retrouver en attendant leur liberté, leur vrai pouvoir d'achat, qui a été en fait réduit depuis plus de 20 ans, de telle manière qu'aujourd'hui il est à peine à la moitié de ce qu'il devrait être. Donc il y a tout un schéma complet qui comporte l'économie, qui comporte un certain nombre d'éléments qui sont expliqués dans un plan de redressement du pays et qui fait qu'en quelques mois, on pourrait très bien revivre bien dans notre pays et en harmonie avec tout le monde, qu'il n'y ait plus de ces dissensions permanentes. Les seuls qui nous empêchent sont les politiciens. Et si vous analysez un petit peu votre vie personnellement, qui, qui vous embête? Quel est le courrier qui vous fait peur? Quand vous recevez un courrier aujourd'hui, c'est rarement un ami qui vous envoie un mot en vous disant je suis arrivé à Tombouctou, ici il fait beau, etc. C'est pas ça. La plupart des courriers que vous recevez, c'est des menaces d'huissier, c'est des menaces de payer, c'est des exigences de paiement. Et en fait, tout ça, c'est la machine étatique où la machine étatique est l'ennemi permanent auquel on est confronté. Alors quand on a ouvert son courrier, qu'on a déjà vu un rappel d'impôt, un truc machin, et puis après on entre dans une guerre épouvantable, parce que joindre ne serait-ce qu'une administration française, vous tombez sur le disque habituel que tout le monde met en permanence, à savoir toutes nos lignes sont occupées, rappelez plus tard. Et quand au bout d'une semaine d'insister, vous finissez par avoir quelqu'un, ça va dormir et traîner, etc. C'est comme ça que plein de retraités n'arrivent pas à toucher leur retraite dans les délais, etc. Parce qu'ils savent manipuler toute cette machine et on est confronté et en guerre permanente contre l'administration. Et n'importe quelle administration, c'est toujours la même chose. Et les exigences pour soumettre les gens, c'est toujours par l'économie. Et donc, soit vous obéissez à ce qu'on vous demande de fournir des preuves que vous cherchez du travail, sinon on vous supprime le chômage, on vous exige sans arrêt quelque chose. Et donc, votre ennemi est là. Et puis, quand vous avez enfin libéré, lâché le téléphone et libéré toutes les contraintes que vous avez, prenez votre voiture et là, vous tombez sur un autre contrôle qui est encore illégal, qui est le contrôle de circulation. Or, si vous prenez la Déclaration des droits de l'homme, circuler est un droit. Et donc, on doit pouvoir circuler librement. On ne peut être contrôlé qu'exclusivement si on a commis une faute.
Et c'était comme ça jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60, la police n'aurait jamais arrêté quelqu'un juste pour un contrôle arbitraire. Mais aujourd'hui, ça va encore plus loin que ça. Non seulement ils contrôlent, mais en plus, ils se permettent de fouiller votre voiture, de contrôler les occupants, etc., etc. C'est totalement illégal. Bon, on leur fait faire, ils doivent obéir aux ordres. Et... Bon, mais est-ce que nous, tous Français, si on est réunis autour d'une table, tous ensemble, et puis qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on attend de notre police? Ben, ce qu'on attend de notre police, c'est de la protection, c'est pas du harcèlement. On attend de la police qu'elle protège nos droits. Et nos droits, ils sont écrits dans cette déclaration des droits de l'homme, et ils sont très clairs. Donc, on attend que la police protège nos droits, pas qu'elle nous harcèle en permanence pour essayer de nous soutirer 3 sous pour leur mettre. Et donc, je pense que vraiment, on est très près d'un tournant, et je crois que ma candidature, elle est exceptionnelle parce que jamais personne n'avait conçu un schéma de transition. Donc maintenant, il existe ce schéma. Il est juridiquement forcément admis par l'ONU. Et donc, ça veut dire que la France, dans sa position à l'ONU, nous donne un droit de transmettre ce concept à l'ensemble du monde. Et je crois qu'il y a un paquet de peuples dans leur pays qui voudraient bien se libérer des politiciens comme nous en France. On est dans la même situation tous. Et quand on y réfléchit à cette situation, on se dit que la proportion, elle est tellement invraisemblable, comment quelques milliers d'individus peuvent forcer, contraindre des millions de gens. Et il y en a encore plein qui se baladent avec des masques, il y en a encore plein qui acceptent la vaccination juste pour pouvoir partir en vacances ou manger au restaurant ou aller au cinéma. Et donc cette coercition permanente qui est totalement illégale, absolument inacceptable par rapport aux droits de l'homme, je crois qu'aujourd'hui, bah, tous ces gens ont besoin d'une représentation, ont besoin d'un souffle, de redresser leur pays, de retrouver l'indépendance du pays qui est en même temps l'équivalent de l'indépendance individuelle et en même temps d'être les vrais participants du mode de vie qu'on veut chez nous en France. Et être participant de ce mode de vie qu'on veut, c'est participer activement à établir une forme de gouvernance totalement différente du système qu'on a actuellement. Où aujourd'hui, il y a une caste de semi-marchands qui sont là pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois qu'il y a un président qui passe, la première chose qu'il fait, c'est d'aller faire son petit tour du monde. Et les outils de propagande nous racontent après, il a vendu tant de mirages à tel pays, il a vendu tant de vedettes à tel autre, on n'a que ça en France, on n'est capable que de ça. J'ai en cours un ancien discours du général de Gaulle dans les années 65-66. Et dans ce discours, le général de Gaulle expose quelle est la position de la France, qui se trouve deuxième dans l'échelle mondiale. Et en particulier dans un domaine qui est celui du nombre d'inventeurs, du nombre de penseurs, de ces gens qui innovent et créent des choses nouvelles. À cette époque-là, on était deuxième mondial. Où sont passés tous ces esprits? Ils ont été achetés par la Silicon Valley, ils ont été détournés à gauche à droite, mais surtout, ils ne trouvent pas de débouchés en France. Il n'y a plus rien en France pour ces gens-là. Et donc, forcément, ils partent ailleurs ou alors ils s'effacent, ils disparaissent dans Internet et ils font des vidéos, ils écrivent des livres, mais ils n'ont plus d'accès, il n'y a plus personne pour les financer, il n'y a plus personne pour les soutenir, il n'y a plus personne pour leur donner envie de création. Et donc tout notre pays est en train de perdre sa capacité d'innovation, sa capacité créative, et l'école vient ajouter encore à cela en formatant nos enfants pour qu'ils ne puissent pas être créatifs. Et on les enferme le plus tôt possible dans un système qui est réducteur au maximum de la pensée libre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va maintenant s'axer sur cette candidature, obtenir ces 500 signatures dans un premier temps. On a tout un réseau qui s'est mis en route pour cela, qui a commencé à préparer toutes les bases pour lancer une machine à laquelle j'invite tous ceux qui pensent eux aussi qu'il faut vraiment changer le système, tous ceux qui veulent un vrai changement. Je vous invite à rejoindre ces équipes et à participer dans votre département et autres. Il y a toute une structure qui a été mise en place, donc d'envoi de mail, d'envoi de courrier, de préparation,
Et si on le fait simultanément dans toute la France, on va pouvoir obtenir ces 500 signatures. Je crois que c'est tout à fait possible parce qu'on trouve aussi de plus en plus de maires qui en ont marre du système. Et ces maires ont une importance particulière parce que même quelle que soit leur origine, soit de parti politique, soit de maire libre, peu importe, quelle que soit leur origine, ce sont des gens qui, naturellement, dans leur activité, font de la gestion. Et au départ, bien sûr, ils font des conneries, mais peu à peu, rapidement, comme ils sont coincés par les habitants de leur village ou de leur commune, ils sont obligés de se corriger et rapidement, ils ont des bonnes notions de gestion. Et donc, ils représentent tout un panel de gens capables de participer à l'élaboration d'une nouvelle forme de gouvernance. Ils représentent aussi tout un monde capable de participer au maintien de la France durant cette période. Et l'application du plan qui va permettre cette transition n'est pas simple du tout, elle est extrêmement complexe. Elle fait appel à de multiples connaissances dans de multiples domaines. C'est extrêmement compliqué et on aura besoin de tous ceux qui maîtrisent des connaissances en gestion parce que ça va être à répercuter dans tous les domaines, aussi bien dans les domaines de l'audit, dans les domaines de modification du système d'impôt, puisqu'il y aura presque plus d'impôts, il y aura essentiellement le schéma de la TVA flexible qui va compenser, et il y a tout un financement à organiser qui est en réalité une modification du système actuel, c'est-à-dire que c'est la même dépense, mais au lieu qu'elle soit utilisée pour soumettre les gens et les contenir dans le chômage, avec le même argent, on va libérer, abandonner le principe du chômage, qui ne sert à rien et puis qui rend tout le monde malheureux, et au contraire, avec la même somme d'argent, permettre de créer énormément d'emplois. Et tout ça est très facile. S'ils ne le voulaient pas s'y opposer, ça serait fait depuis très longtemps. On ne serait jamais monté à la quantité de chômeurs qu'il y a actuellement. Et quand je dis que c'est facile, c'est plus que facile. Donc, tout ça est expliqué dans un plan de redressement que j'invite tout le monde à lire. Il figure clairement sur le site web. Je sais que ceux qui ont trahi et qui ont repris l'appellation CNT le présentent aussi, puisqu'en fait, ils ne présentent que mes documents. Donc, on le trouve un peu partout assez facilement. Et ce plan est extrêmement explicite. Donc aujourd'hui, je ne vais pas très longtemps parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis en déplacement. Et donc, je voulais surtout attirer votre attention sur ce principe des nationalisations. Parce que imaginez qu'on nationalise demain une banque. Le seul fait de nationaliser une banque nous donne le pouvoir de création monétaire, nous libère totalement de toutes les instances internationales, de tout le schéma bancaire mondial, nous met à l'abri de ce grand reset qu'il souhaite, qui va se déclencher un jour ou l'autre, et en même temps, de nationaliser une banque, c'est aussi de revoir complètement le système des lois bancaires. Car aujourd'hui, les lois bancaires permettent aux banques de fermer quand elles veulent et de s'en aller avec l'argent du client. Les lois bancaires actuelles permettent de prendre des intérêts qui représentent parfois des 100, 200%, ce qui est monstrueux, et qui sont toujours pris d'une manière détournée et aux plus pauvres. Donc, j'ai eu des cas, j'ai connu des gens qui étaient tellement justes, etc., qu'ils ont passé une carte bleue pour 7 euros et on leur a pris 10 euros d'autorisation de carte bleue. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté pour 7 euros, ça leur a coûté 17 euros. Et là, c'est plus que du 100%, c'est du 150%, c'est monstrueux. Or, les banques peuvent se permettre ça parce qu'ils ont la complicité des politiciens, parce qu'on leur a accordé de pouvoir faire des lois comme celle-là et de tricher avec tous les systèmes de façon à ce que les intérêts réels n'apparaissent jamais. À côté de ça, quand vous entendez que l'Europe favorise les échanges, etc., bah, essayez d'aller en Espagne acheter des cigarettes, essayez d'aller en Italie acheter de l'alcool ou au Luxembourg et vous allez voir si les douanes vous laissent passer avec ce que vous voulez. Non, l'Europe, ça n'a servi qu'aux multinationales qui peuvent nous exploiter et créer ce monde européen qui, pour l'instant, ne représente absolument aucun avantage pour l'individu. Ça ne représente des avantages que dans un schéma politique global, malheureusement, qui est à craindre. C'est celui qui est déjà décrit par Orwell il y a des 80 ans maintenant, ou plus que ça même,
d'un continent qui déclenche une guerre contre l'autre de temps en temps pour tuer une partie de la population civile, et un autre continent qui en déclenche à un autre moment contre l'autre, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se trouve avec l'Europe, la Russie, la Chine et les États-Unis. Seulement, ce schéma qui est le schéma final sûrement de tout le programme, dès lors qu'un pays de l'importance de la France peut s'en libérer complètement et créer un concept totalement nouveau, il est bien certain que tous les peuples du monde vont vouloir l'adopter. Tous les peuples du monde vont y être sensibles. Comme chaque individu en ce moment qui m'écoute, chaque personne est sensible à l'avenir de ses enfants. Et aujourd'hui, quelle est la personne logique, qui a un petit peu de bon sens, qui se dit, bah, mes enfants vont avoir une super belle vie? Personne. Tout le monde est conscient d'un avenir complètement funeste, complètement noir. Or, à l'inverse, tout cela a participé, à mon avis, à un très bel éveil. Et quand, je ne sais plus qui disait que le 21e siècle serait le siècle de la spiritualité, ben en fait, je crois qu'on est en train d'entrer dedans. Je crois que grâce à cet éveil qu'ils ont provoqué avec cette tentative, qui n'est pas la première, je rappelle qu'avant, il y a eu le H1N1 qui était sur le même schéma et qui n'a pas fonctionné du tout. C'est pour ça qu'ils répètent maintenant avec le Covid. Mais le schéma est toujours le même. Et donc, tout ça participe d'un énorme éveil. Et si cet éveil passe au-dessus du dernier baroud d'honneur qu'ils sont en train de tenter maintenant, alors je crois que ça va entraîner naturellement des gros changements. Seulement, les gros changements, ils arrivent presque toujours avec les armes. Ils arrivent toujours avec des révolutions, du chaos, des guerres civiles, etc. Or, ça, c'est évitable. Si on met en place une transition tous ensemble, alors on a évité toutes les violences, on a évité la souffrance économique, sociale, etc. Et ça, c'est tout à fait à notre portée. On a ça au bout des doigts. Et donc, ma candidature, elle est là pour ça. Elle est là aussi pour me permettre de pouvoir parler d'un schéma global autre à l'ensemble des Français, chose qui n'a jamais été possible jusqu'à présent. On a toujours été cantonné sur un tout petit réseau qui est celui de l'Internet, où on ne touche qu'une toute petite partie de la population. Le fait d'avoir déclaré cette candidature, chose qui est faite officiellement maintenant, j'attends le jour où ils voudront bien me faire figurer, parce que pour l'instant, ils ont toujours tout fait pour qu'on ne parle jamais de ces programmes, du CNT, de tout ce que j'ai fait. Demain, ils seront quelque part obligés, puisque j'ai le recommandé du Conseil constitutionnel, de m'enregistrer au moins, et au moins que je figure parmi les candidats officiels. Et ça, c'est ce qui va nous ouvrir la porte ensuite à déclencher l'opération auprès des maires. Et là, on a besoin vraiment de beaucoup de monde. Non pas parce que ça va être un gros travail, mais parce que chacun peut toucher pas mal de monde. Et après, et avec les méthodes qu'on a mis au point et préparées à cet effet, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un beau parleur, il n'y a pas besoin, non, c'est pas du tout le schéma qu'on va utiliser. Et donc, pour découvrir ce schéma, je vous invite à participer aux commissions qui s'occupent du parrainage, des parrainages des maires, et vous allez trouver quelqu'un qui a fait un travail fantastique, qui a tout préparé et qui fait qu'il n'y a plus qu'à le déclencher. Donc on attend juste maintenant que le Conseil constitutionnel reconnaisse ma candidature. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous entretenir ce soir. Je ne vais pas rester très longtemps parce que je ne suis pas dans mes conditions normales, je suis en déplacement et je ne suis pas libre de, comme dirais-je, d'occuper les lieux et de manquer aux gens avec qui je suis. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et je rappelle surtout que le plus facile, parce que cette chaîne va me servir maintenant pour petit à petit évoluer dans cette candidature, donc de vous abonner à cette chaîne. Ça simplifie les choses parce que vous êtes immédiatement informé et vous ne ratez pas les opérations. Et tous les vendredis soirs à 21h, tous les dimanches à 18h30, je vais les consacrer maintenant de plus en plus à des débats auxquels tout le monde peut participer librement. Il vous suffit simplement de m'envoyer un mail. L'adresse mail est notée en bas de la vidéo, je la rajouterai demain. Et donc, vous avez toutes les informations si vous voulez participer avec moi. Et j'accepte le débat, la discussion avec absolument n'importe qui et sur n'importe quel sujet. Pourvu seulement que ce soit toujours dans des termes corrects.
La seule chose que je n'accepte pas, c'est la vulgarité, la grossièreté. Mais dès lors qu'il s'agit d'un entretien normal, tout le monde est bienvenu et je ferai des débats avec n'importe qui et surtout avec des gens qui pensent que je me trompe ou qui pourraient démontrer que je suis dans l'erreur, tant sur le plan comme sur la stratégie, sur n'importe quel sujet, parce que c'est grâce à ça justement que moi-même j'évolue. Alors je lis quand même les commentaires, parce que c'est pas facile de parler et de lire les commentaires en même temps. Voilà, s'il y a des questions particulières. Martin Blachier fait référence au site Tati, effectivement. Quand vous comprendrez le président de la République, nom de la France, on avancera. Le Conseil constitutionnel ne reconnaît aucune candidature. Fioril raconte n'importe quoi, elle n'y connaît rien. Merci, David Lanton, je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai pas l'impression que vous soyez très sympathisant avec le changement, puisque vous m'attaquez systématiquement sur tous les sujets. Je raconte n'importe quoi, je ne sais pas. Pour l'instant, la candidature, elle a été annoncée il y a déjà quelque temps. Et je vois que tous ceux qui l'ont fait apparaissent sur les sites qui indiquent la liste des candidats et je n'y apparais toujours pas. C'est pour ça qu'on a fait une déclaration en plus au Conseil constitutionnel en indiquant qui est le mandataire financier de façon à effectivement voir qu'ils arrivent à m'enregistrer officiellement. Pour l'instant, effectivement, ils ne le font pas. Maintenant, ce David Lanton qui continue ensuite d'une manière assez insultante. Je ne sais pas pourquoi, je ne le connais pas. Mais bon, des fois, il peut avoir des réflexions qui pourraient être utiles, mais le fait d'être uniquement agressif et dénigrant, ça perd. Ça, je ne vois pas trop l'intérêt, à moins qu'il travaille pour la DGSI, donc pour la Gestapo. Je sais qu'ils ont des gens qui sont en permanence sur Facebook, sur Twitter, etc., pour justement essayer de perturber et de contrer tous les gens qui sortent des schémas habituels. Donc, je suppose qu'ils travaillent pour un de ces organismes-là, pour la DGSI, ou directement pour un parti politique, ou pour une cellule maçonnique, j'en sais rien. Mais toujours est-il que le langage qu'il emploie est déplaisant et je ne vois pas du tout en quoi ça lui apporte quoi que ce soit d'employer ce ton, alors qu'il pourrait garder une dignité dans le langage. Donc là, je crois que les gens qui s'expriment de cette façon ont un petit peu tendance à se dénigrer eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Je crois que, je crois que dans la vie, on a surtout beaucoup plus tous intérêt à se soutenir les uns les autres. Regardez-vous et cherchez à démontrer à quelqu'un que vous êtes parfait. Vous ne l'êtes pas, moi non plus, personne ne l'est. Or, à chaque fois que vous allez rencontrer une personne, quelle qu'elle soit, vous avez le premier contact, le premier mouvement, qui est toujours un mouvement où vous cherchez ce qui vous correspond. Et donc là, vous allez trouver des qualités aux gens. Et dans un deuxième temps, vous allez connaître mieux les gens. Et là, vous commencez à découvrir leurs défauts. Mais vous avez aussi des défauts. Et donc, il faut qu'on s'accepte tous. Si on ne s'accepte pas sur les choses essentielles, on n'aboutit à rien. Si on veut réussir à changer notre monde, si on veut réussir à le rendre beau et à y vivre correctement, on doit tous accepter nos différences. Et il n'y a pas deux personnes qui sont identiques, on est tous différents. Même la personne la plus proche, vous êtes marié depuis 40 ans avec votre femme, ça n'empêche pas que vous avez un tas de points de différence et des goûts différents, etc. Et que vous avez chacun des défauts que l'autre supporte. Et c'est pareil avec nos enfants, avec nos parents et dans tous les domaines. Donc si on veut bien prendre en compte ce qui est vital, c'est la position de la civilisation humaine sur la planète Terre. Ça, c'est vital. Si on continue à bouffer toutes nos ressources
pour les envoyer dans l'espace, si on continue à consacrer tous nos budgets uniquement pour la guerre, on ne se fait pas du bien. On ne fait que se détruire. Donc aujourd'hui, on a une industrie pharmaceutico-chimique qui est absolument monstrueuse, qui génère des milliers de milliards chaque année de bénéfices, et on voudrait que ces gens-là soient intéressés par notre santé. C'est totalement absurde. C'est comme si on espérait que les marchands d'armes œuvrent pour la paix. Ça n'a pas de sens. Donc, si on est conscient de ça, il faut chercher nos points communs. Et nos points communs, ils sont tous les mêmes. On a beau se raconter n'importe quoi, on est tous les mêmes. Quand on est enfant, on a envie de jouer et d'être heureux. Quand on est adolescent, on a envie de faire une rencontre amoureuse. Et quand on est adulte et qu'on rentre dans la vie sociale, on a envie de se faire une place et de créer à nouveau un foyer, de créer une famille. Et puis après, c'est nos enfants. Et voilà. Et ça, c'est la vie réelle, la vie normale. Des milliards de gens vivent sur ce schéma et espèrent ça. Et aujourd'hui, on nous a mis dans une situation où c'est presque impossible, où le jeune, dès l'école, il est perturbé et empêché de penser librement, où dès qu'il arrive dans la vie, on lui pourrit, on lui complique tout, entre le sida, la peur amoureuse, toutes les relations des jeunes sont complètement perturbées, et à tous les niveaux, et on continue comme ça dans la vie. Et maintenant, on se dirige vers l'eugénisme. Les vieux, dès que c'est la retraite, au lieu de la toucher, maintenant on vous pique. Et ils sont en train de courir vers ça. Et il faut être conscient que si on ne fait rien, si on veut pas d'un vrai changement, on va forcément arriver à une société transgénique, à une société où on éliminera les vieux parce qu'ils ne servent plus à rien et ne consomment plus. Or, les vieux, ce sont ceux qui ont l'expérience de vie qui a fait que certains d'entre eux acquièrent des concepts philosophiques qui sont utiles à toute l'humanité, que certains d'entre eux ont des inventions et des libertés d'esprit ou un savoir acquis qu'ils peuvent transmettre. Si vous voulez vraiment apprendre un métier manuel avec perfection, il n'y a qu'un vieux qui l'a pratiqué pendant 40 ou 50 ans qui pourra vous l'enseigner avec tous les trucs, les détails, etc. Dans n'importe quelle branche manuelle, vous trouverez toujours les vieux pour vous enseigner ce qu'il faut savoir. Donc, je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas créditer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et une société transgénique qui détruit l'humain, tout ça, c'est un schéma qui est fait dans la vitesse, dans la précipitation, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir et établir une tyrannie absolue sur la planète très vite. Alors que pour tout ce qu'on a fait, on aurait dû prendre le temps. On a lancé les téléphones mobiles, on s'est uniquement occupé de faire de l'argent, d'en vendre le plus possible, de réduire la taille, de les rendre mieux, de leur donner plus de capacité, etc. Mais regardez votre téléphone, regardez la quantité d'applications et dites-moi combien vous sont vraiment utiles, combien vous servent réellement. On n'a jamais pris le temps de se poser et de laisser des philosophes, des gens dotés d'éthique, penser complètement les choses. On n'a fait aucune analyse. Il y a eu pas des centaines, des milliers de gens qui ont développé des tumeurs au cerveau parce qu'ils se servaient du téléphone, les premiers téléphones en particulier, qui faisaient des liaisons avec des amalgames dentaires et provoquaient des tumeurs au cerveau. Mais tout cela aurait pu éviter s'il y avait eu des études, s'il y avait des comités éthiques qui exigent ces études avant de mettre sur le marché. Alors, est-ce qu'on aurait vécu plus mal? Est-ce que l'humanité se porterait plus mal si elle avait eu le téléphone mobile 1 an, 2 ans ou 3 ans après? Non. Et ça, ce sont tous ceux qui ont vécu avant qui peuvent vous le dire. La vie était bien plus belle avant. Ça ne nous manquait pas du tout. Alors bien sûr, quand ça arrive, c'est un côté pratique et aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Mais il n'empêche que s'il y avait eu les études sérieuses faites avant, on n'était pas pressé. Et de même que pour l'Internet, il y a des outils magnifiques qui pourraient être mis en place par l'Internet, ne serait-ce que quand on parle de politique, par exemple. Il est absurde aujourd'hui de voter pour un type pour lui dire ensuite qu'il nous fait la loi. C'est idiot, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, en un rien de temps, on peut tous voter et décider d'une loi. Et ça devrait être mis en place depuis qu'Internet existe. Ça aurait dû être une des priorités normalement. C'est-à-dire d'avoir un système immédiatement qui permette que tous les Français puissent
participer, de décider des lois chez eux. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi est-ce que quand on achète un produit et qu'on ne trouve aucune référence ou autre, on ne peut pas aller directement sur Internet et tout connaître? Plein d'entreprises qui font un travail propre, correct, n'ont pas envie de le cacher et elles n'hésiteraient pas à laisser les caméras venir, etc. Et celui qui achète tel produit voudrait savoir de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et il ne veut pas des trucs secrets, cachés. Donc, s'il y avait cet accès, depuis longtemps, beaucoup de gens pourraient euh, s'informer véritablement. Et puis, beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui profitent de l'absence de contrôle et font des produits extrêmement malsains, qui rajoutent, par exemple, dans des bonbons pour les enfants, on met du titane, on met des produits comme ça. Aujourd'hui, on met de l'oxyde de graphène un peu partout. Euh, tout ça devrait être clair, visible, autorisé au public de savoir ce qu'il en est réellement, le pourquoi du comment du qu'est-ce, et tout ça devrait être complètement... Donc on a des outils extraordinaires grâce à la technologie, mais mis entre les mains de ceux qui ne le veulent que pour leur pouvoir personnel et leur privilège personnel, aujourd'hui, bah, ils détruisent complètement la qualité de ces outils. On avait une chaîne YouTube sur laquelle tout était plus ou moins libre il y a 20 ans, il y a 15 ans, et maintenant c'est monstrueux, on ne peut même plus écouter une chanson sans qu'elle soit coupée 3 fois par la pub. Alors ils ont trouvé un autre moyen pour la pub, maintenant c'est payer pour ne pas la supporter. Mais je crois qu'il y a un niveau, au, il y a un niveau d'exploitation de l'humain qui doit être atteint, qui doit être limité. Et là, on est rentré dans un schéma où c'est une exploitation totalement abusive, où l'humain n'est plus qu'une marchandise. On le voit dans les trafics pour enfants, on le voit dans la considération et dans les EHPAD sur les personnes âgées qu'on liquide à tout va, on le voit dans tous les domaines. Il y a aujourd'hui une absence totale de respect de la vie. Et tout ça a commencé il y a plus de 200 ans en remplaçant Dieu par le dollar. Et quand on a remplacé toutes les valeurs morales qui étaient tenues par les religions par uniquement l'argent, eh bien, on en arrive petit à petit à cette situation où aujourd'hui, on est arrivé à un plafond absolu. Et si on veut maintenant une société autre, ben, il va falloir qu'on s'y mette tous. Voilà, je vous ai un petit peu donné mon point de vue général sur la société et sur tout ce qui se passe en ce moment. J'essaye d'éviter d'entrer dans les détails sur le Covid, puisque comme j'ai travaillé dans la santé assez longtemps, je lui suis très sensible. Mais voilà, il fallait parler un petit peu pour dire surtout qu'aujourd'hui, il y a quelques vidéos particulièrement importantes de gens qui ont fait des analyses profondes, très sérieuses, rigoureuses. Ils parlent des fois pendant 1 heure, mais ça vaut vraiment le coup de les écouter jusqu'au bout. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que cette chaîne, je n'ai plus que ça puisque ma chaîne principale a été fermée totalement. Donc j'ai 400 vidéos qui ont disparu. Et, et puis pour dimanche, si vous voulez participer à un débat, et ce monsieur Lanton là qui m'attaque un peu de toutes les manières, s'il veut se montrer, s'il n'a pas peur, bah, qu'il n'hésite pas. Il m'envoie un mail et il pourra critiquer tout ce qu'il veut, mais en direct devant tout le monde. C'est comme ceux qui m'insultent, s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent en direct et devant tout le monde, c'est beaucoup plus facile et on n'a pas besoin de se cacher. Il faut savoir s'assumer, et s'assumer, c'est être entier, c'est être quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui pense vraiment. On peut se tromper, ça peut arriver, on peut faire des erreurs, mais il faut les assumer, il faut les reconnaître, faut être vrai, tout simplement. Et je crois que beaucoup de gens ont été tellement perturbés par toute notre société depuis 20 ou 30 ans qu'il y a des gens comme ça qui aboutissent à être complètement tordus et qui n'arrivent plus à se remettre droit. Alors il ne faut pas leur en vouloir, mais il faut essayer de les aider. Donc, Monsieur Lanton, je vous invite à m'envoyer un mail et à participer en direct. Et si vous voulez m'insulter en direct avec des mots corrects, vous pourrez le faire. Donc, je vous dis à dimanche à 18h30. Et cette fois-ci, donc, pour un débat avec les personnes qui je réponds à toutes les questions. À très bientôt. Merci d'avoir été là.